pour cette exploration aujourd'hui de la gestion de budget personnel. C'est un sujet qui revient souvent dans les documents qu'on a analysés. Oui, tout à fait. Pourquoi s'y pencher maintenant? Eh bien, pour reprendre un peu le contrôle, mettre de l'argent de côté, ou simplement comprendre où il part chaque mois. C'est ça. Notre objectif ici, c'est vraiment d'extraire les idées clés de ces sources qu'on a eues. Et petit rappel important, ce qu'on va dire, ça reflète ces documents, hein. Ce n'est pas du conseil financier personnalisé. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui est assez frappant dans les sources, c'est le contexte actuel. Avec l'inflation, tout ça, Oui. ça devient crucial. On voit un paradoxe. Les Français épargnent pas mal. Une source parle de 20,6% du salaire en moyenne. C'est bien. Ah oui, quand même. Mais le hic, c'est que la majorité de cette épargne, apparemment plus des deux tiers, elle dort sur des comptes courants ou des livrets. Ah. Et ça, face à l'inflation, ça rapporte rien, voire ça perd de la valeur, quoi. Donc l'enjeu, c'est pas juste d'épargner, c'est comment on épargne, comment on fait travailler cet argent. D'accord, je vois. Ce paradoxe est intéressant. Et pour essayer d'y voir plus clair, une méthode revient souvent dans les papiers, la règle du 50-30-20. Ah oui, le fameux 50-30-20. C'est un cadre assez simple, assez populaire pour organiser ses revenus nets. Explique-nous un peu. Alors, en gros, 50%, la moitié du revenu net mensuel, c'est pour les besoins. Donc, les dépenses essentielles, souvent fixes, le loyer ou le crédit IMO, Les charges, l'assurance. voilà, les charges, assurance, le transport pour aller bosser, l'alimentation de base. Une des sources suggère même que le logement, idéalement, ça ne devrait pas dépasser 30% du net. Hmm. Mais bon, une autre source, Finance Type, je crois, note bien que c'est un vrai défi dans les grandes villes, ça. Oui, j'imagine que ces 30% pour le logement, ça peut vite coincer. Et si on dépasse, qu'est-ce qu'on fait d'après les sources? On réduit ou... Les sources donnent pas de baguette magique, hein, mais l'idée générale, c'est que si un poste besoin, comme le logement, est trop élevé, il faut essayer de réduire ailleurs, dans ces 50%. D'accord. Ou alors, si c'est pas possible, ça veut dire qu'il faudra piocher dans les autres catégories, les 30% ou les 20%, et là, ça demande des choix plus conscients sur les envies ou l'épargne. Logique. Alors, après les 50% besoins, il y a les 30% pour les envies. C'est quoi ça exactement? Alors là, on est sur les dépenses plaisir, disons. Le non essentiel. Loisirs, shopping, les sorties, les restos, les abonnements type streaming, les vacances. Tout ce qui fait plaisir, quoi. C'est ça. Et une source, Finari, apporte une nuance intéressante. Elle dit de distinguer le pur plaisir des dépenses qui sont non essentielles, mais un peu stratégiques. Stratégique, c'est-à-dire? Par exemple, une formation pour développer une compétence, ou un service qui te fait gagner du temps. C'est pas essentiel, mais ça peut avoir un bénéfice sur le long terme, tu vois. Ah oui, d'accord. Subtil, mais pertinent. Et donc, il nous reste 20%? Les 20% pour l'épargne et les objectifs financiers. Alors là, c'est crucial, ça couvre plusieurs choses. D'abord, se constituer une épargne de précaution. Le fameux matelas de sécurité. Exactement. Un guide suggère d'avoir l'équivalent de 3 mois de dépenses fixes de côté. C'est une bonne cible. Ça couvre aussi le remboursement des dettes, genre crédit conso, pas le primo principal. D'accord? Et surtout, ça inclut l'investissement. Pour financer des projets, un apport pour un achat ou préparer la retraite. Et là, les sources insistent, hein, il faut commencer tôt et être régulier pour profiter des intérêts composés. Les intérêts qui génèrent eux-mêmes des intérêts. C'est ça. Finance Deep va même jusqu'à suggérer de viser, dans ces 20%, à peu près 15% du revenu net placé en ETF. Des ETF? Oui, ce sont des fonds indiciels, cotés en bourse. Ça permet d'investir de façon diversifiée, souvent à moindre frais. C'est une piste pour la retraite, mais attention, hein. Oui. La finance pour tous et Finance Type le rappellent bien. Ce 50-30-20, c'est un guide. Faut vraiment l'adapter à sa situation, à ses revenus. C'est pas gravé dans le marbre. Bien sûr, c'est un bon repère en tout cas. Mais les sources parlent aussi d'autres approches, non? Rapidement? Oui, brièvement. Il y a le budget base zéro. Là, l'idée, c'est que chaque euro doit avoir une mission définie avant d'être dépensé. Le but, c'est revenu moins dépenses égale zéro. Tout est assigné. Voilà. Et puis, il y a le système des enveloppes budgétaires. Plus concret, ça. On met de l'argent liquide dans des enveloppes pour chaque catégorie de dépenses. Très visuel, ça. Très visuel. Mais le but commun, hein, que ce soit 50-30-20, base zéro ou enveloppe, c'est toujours la maîtrise et la conscience de où va l'argent. Et pour suivre tout ça, concrètement, on fait comment? Quels outils sont proposés? Alors, il y a plusieurs options listées. Côté numérique, tu as les tableurs, genre Excel, Google Sheets. C'est flexible, mais bon, faut être un peu à l'aise avec. Ouais, ça demande un peu de boulot.
C'est ça. Sinon, il y a les applications dédiées. Les sources sites Bankin, Linkso, Finery, Budgea. Elles se connectent à tes comptes, catégorisent automatiquement les dépenses, envoient des alertes, c'est pratique. Ça simplifie le suivi, j'imagine. Carrément. Et puis, tu as les outils plus physiques. Le classeur budget, parfait pour la méthode des enveloppes, ou même un simple carnet, un budget planeur papier. Chacun son style, quoi. Exactement. Les applis sont bien pour suivre des règles comme le 50-30-20. Le classeur, lui, aide à bien voir ce qui part en espèces avec les enveloppes. D'accord. Et au-delà des outils, il y a des bonnes pratiques qui ressortent, des lectures, des conseils pour réussir. Oui, plusieurs. Déjà, définir un objectif clair pour son budget. Pourquoi on le fait? Ça aide à rester motivé. La motivation, c'est la clé. Tout à fait. Ensuite, suivre ses dépenses régulièrement. C'est essentiel pour voir où sont les gaspillages éventuels et pour pouvoir ajuster. On peut utiliser les relevés bancaires ou les tickets de caisse pour les dépenses en espèces. Et une autre astuce souvent mentionnée, Oui, une très importante, mentionnée notamment par Finari, se payer en premier. ah oui, Mettre en place un virement automatique vers son compte épargne dès que le salaire arrive. avant de commencer à dépenser. C'est ça. Ça évite ce que Finari appelle l'illusion de richesse, sur le compte courant quand le salaire vient de tomber. Malin. Payer ses charges fixes, tôt dans le mois, ça aide aussi à y voir clair. Faire un point, une révision de son budget tous les mois. Et ne pas oublier d'anticiper les dépenses qui tombent moins souvent. Les cadeaux de Noël, les vacances, les impôts. Prévoir, prévoir. Et si on se sent un peu perdu, dépassé par tout ça? Surtout, ne pas rester seul. Les sources sont claires là-dessus. Il existait des aides. Il y a les points conseil budget. C'est un service public et gratuit. D'accord. Il y a aussi des associations spécialisées comme Crésus qui aident les gens en difficulté financière. Ou même des coachs budgétaires. L'important, c'est vraiment de chercher de l'aide avant d'être complètement sous l'eau, avant le surendettement. Très juste. Bon, pour résumer un peu tout ça, on voit qu'établir un budget, finalement, c'est surtout un moyen de reprendre le contrôle sur ses finances. Tout à fait. La règle du 50-30-20, c'est un bon point de départ. Un cadre utile, mais l'essentiel, c'est de l'adapter à sa propre situation. Exactement. Flexibilité. Et puis, le suivi régulier et l'automatisation de l'épargne, ça semble vraiment être des leviers puissants pour y arriver. Oui, ce sont des actions concrètes qui ressortent. Et il faut bien rappeler l'étape d'après, surtout avec l'inflation, faire travailler cette épargne. Le suivi, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut s'intéresser au placement. C'est le niveau supérieur. Voilà. Et encore une fois, on le redit, notre analyse ici, elle est basée sur les documents qu'on a consultés. Ce ne sont pas des recommandations personnelles. Bien sûr. Et d'ailleurs, la prochaine fois, on va creuser une question qui est soulevée dans ces mêmes sources. Comment on fait la différence entre l'épargne prudente et ce qui relève plus de la spéculation, plus risquée? Ah, vaste sujet, Amala. Une nuance importante à comprendre effectivement. On verra ça bientôt. Merci à toutes et à tous.